Hier matin, je vous le disais, tout allait bien, on était au top, 5 semaines de hausse au compteur, un Détroit fermé qui n'intéressait plus personne, Wall Street qui regardait ailleurs, le S&P 500 qui battait des records, le Nasdaq qui battait des records, Intel qui battait des records. Bref, on priceait la paix mondiale et on commandait des cocktails sur la terrasse et en plus, on a passé les 100 000 followers sur la chaîne Swissquote en français. Et ben voilà, ce matin, fin de la récréation. Hier après-midi, les Émirats se sont pris des missiles iraniens en pleine figure. Fujairah a pris feu. Trump a annoncé sur Truth Social que l'Iran serait, je cite, rayé de la surface de la Terre s'il touchait aux cheveux d'un seul navire américain, rayé de la surface de la Terre. La diplomatie, selon Donald Trump, toujours dans la nuance, toujours dans la dentelle. Et pendant ce temps-là, le pétrole repartait à l'assaut des 106 $, le 30 ans américain cassait les 5%, et les traders se sont mis à parler de hausse des taux directeurs de la part de la Fed. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 5 mai 2026 et on a pas mal de choses à se dire, vous et moi. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux cessez-le-feu du 8 avril, ce truc absolument magnifique que personne n'avait vraiment signé, que personne n'avait vraiment envie de respecter, parce que franchement, soyons honnêtes, les négociations, quand il y en a un qui est là et l'autre qui est là, c'est quand même moins fun que les drones. Et bien pourtant, depuis le 8 avril, tout le monde trouvait ça super. On a donc pricé la paix, on en a parlé, on est passé à autre chose, on a battu des records sur le S&P, sur le Nasdaq, sur Intel, on a même battu des records sur Soitec, mais ça on va y revenir plus tard parce que celui-là il mérite son propre paragraphe. Et puis hier, vers 14h, l'Iran a donc décidé que ce cessez-le-feu commençait à devenir un tout petit peu trop encombrant à respecter, et ils ont donc tiré sur les Émirats Arabes Unis. Ils ont mis le feu au site pétrolier de Fujairah. Et alors, petit rappel pour ceux qui suivent depuis le fond de la classe, Fujairah, c'était l'une des dernières routes d'exportation d'hydrocarbures du Golfe, encore à peu près en fonction depuis qu'Ormuz est devenu un parking longue durée. Première frappe contre les installations civiles dans un pays du Golfe depuis plus d'un mois. Donc, le cessez-le-feu indéfini vient de se définir tout seul. Il aura duré 26 jours, pas 25, pas 27, 26. Trump n'a pas encore annoncé officiellement la fin du match, mais disons que pour l'instant, là, tout de suite, c'est mal barré. Et puis alors, tout le monde accuse tout le monde, évidemment, parce qu'en parallèle, l'Iran balance que 2 de ses missiles ont touché un navire de guerre américain qui essayait d'entrer dans Hormuz, forçant le dit navire à faire demi-tour. Sauf que 10 minutes plus tard, le US Central Command rétorque qu'aucun navire américain n'a été touché, que tout ça c'est du pipeau. Trump enchaîne ensuite sur Truth Social en expliquant que l'Iran a tiré sur des navires d'autres pays, dont un cargo sud-coréen, et il en profite pour encourager la Corée du Sud à rejoindre la guerre contre l'Iran. Pourquoi se priver ? Et pendant ce temps-là, l'amiral en chef du CENTCOM explique avoir repoussé des attaques de drones, de missiles et d'embarcations légères iraniennes pendant qu'il escortait 2 navires battant pavillon américain dans le détroit d'Ormuz. Bilan, selon les Américains, 6 bateaux iraniens coulés. Bilan, selon les Iraniens, 0 bateau coulé. Bilan, selon la police, l'enquête est toujours en cours. Comme disait Fox Mulder, visiblement, la vérité est ailleurs. En tous les cas, le projet Freedom est une réussite totale parce qu'en moins de 24 heures, Wall Street s'est à nouveau senti concerné par la guerre. Alors pour combien de temps ça, on n'en sait strictement rien, mais le problème est inévitablement de retour sur nos écrans Bloomberg. Et puis alors, il y a un truc qui a changé. Je vais vous dire, c'est que les posts de Trump sur les réseaux sociaux ont moins d'impact qu'il y a 3 semaines, il faut le signaler. Le pattern commence à fonctionner beaucoup moins bien, le marché commence à comprendre le fonctionnement. Le marché, il faut l'expliquer longtemps, mais il finit par comprendre. Le marché met du temps, mais le marché finit toujours par comprendre. Évidemment, le pétrole adore ce genre de soirée animée. Le WTI est donc monté à 106,42 $ en hausse de 4,4%. Ce matin, ça se calme un petit peu, mais au-delà de la question militaire, où tout le monde commence à comprendre que c'est juste une question de temps avant que le régime iranien soit asphyxié par Trump et ses potes,
les intervenants admettent une autre vérité beaucoup plus inconfortable. Le pétrole n'est pas prêt de baisser. Et la cerise sur le gâteau, c'était le CEO de Chevron, Mike Wirth, qui a fait son petit numéro devant les médias pour expliquer tranquillement, calmement, que des pénuries physiques de pétrole allaient commencer à apparaître. Et à l'échelle mondiale, d'abord en Asie, ensuite en Europe et finalement même aux États-Unis. Et là, je vous lis sa phrase parce qu'elle vaut clairement son pesant de M&M's. Mike Wirth, donc, je cite, « La demande va devoir s'ajuster pour s'aligner sur l'offre. Les économies vont devoir ralentir. » Les économies vont devoir ralentir. Tout à fait le genre de phrase qu'on aime entendre un lundi soir en pyjama avec un verre de vin. Vraiment. Et pour bien enfoncer le clou, il a comparé la situation au choc pétrolier des années 70. Vous savez, ceux avec le rationnement, les files d'attente devant les stations-service, les costumes en velours côtelé et les disques de Boney M. On entend déjà parler d'essence à 5 $ le gallon au mois de juin aux États-Unis, pile poil avant la driving season, l'été où les Américains prennent leur voiture pour traverser le Wyoming. Sauf que cet été, ils vont traverser le Wyoming en bus. Et alors pour ceux qui pensent que c'est qu'une histoire de pétrole, voilà ce qui se passe déjà. Par exemple, Spirit Airlines a tout simplement arrêté ses opérations ce week-end parce que le kérosène est devenu inabordable. Lufthansa va annuler 20 000 vols parce que c'est trop cher. 20 000 vols, pas 200, pas 2000, 20 000. Circus, Afro circus, Afro circus, Afro polka dot, Afro. Et puis maintenant, alors, sur l'obligataire, et ça, c'est le sujet dont on parle le moins, et c'est probablement le sujet le plus important de cette semaine, ou en tout cas de cette journée. Le tableau est encore plus saisissant. Le 30 ans américain a franchi les 5% hier, jusqu'à 5,03%. Le 10 ans est passé de 4,38 à 4,45, mais surtout, et là on rentre dans une photo qui change vraiment, et les futurs montrent maintenant que 70% des traders anticipent une hausse des taux d'ici avril 2027. Quand même. Une hausse, pas une baisse, une hausse des taux. Pour rappel, il y a 2 mois, vous vous souvenez, on tablait facilement sur des baisses. C'était une évidence. Toutes les banques d'affaires de la place aujourd'hui sont en train de tourner la veste discrètement en espérant que personne ne remarque. Alors là, je crois que là, tout de suite, on peut commencer à dire les choses clairement. Le scénario qui nous tenait la main depuis que Powell a pivoté il y a près de 30 mois en arrière, le scénario qui disait que la Fed va baisser les taux, il est en train de mourir de sa belle mort. On est passé de combien de baisses cette année à combien de hausses en l'espace d'un trimestre. Un trimestre. Le marché obligataire est en train de pricer un scénario où Kevin Warsh, qui arrive le 15 mai à la tête de la Fed avec la mission confiée par Trump en personne de baisser les taux, Warsh va devoir faire exactement l'inverse. Il va devoir monter les taux pour étouffer une inflation pétro-importée. Je vous jure, on rigole d'avance pour voir comment ça va se passer. Les midterms pour Trump commencent déjà à sentir le pâté, et le pâté pas frais. Et au milieu de tout ce chaos, le grand mystère continue quand même, puisqu'on en parlait hier, le consommateur américain. Selon les derniers sondages, le consommateur américain, lui, il dit qu'il est au fond du trou. 55% des Américains pensent que leur situation financière se dégrade. C'est le plus haut niveau jamais enregistré dans l'histoire de la statistique. Mais pendant ce temps-là, il continue quand même de dépenser comme si demain n'existait pas. Vente de détail plus 1,7% en mars, dépenses de cartes de crédit plus 3,6% selon nos experts, les earnings du S&P 500 attendus à plus 27% sur une année, meilleur trimestre depuis 2021, marge au plus haut depuis 2009, Coca, Visa, Mastercard, Starbucks, tous en mode « tout va bien, Madame la Marquise ». Les données macro qu'on nous publie sont contradictoires comme jamais et au final, plus personne ne sait à quel sens vouer. Seule certitude, la cote de popularité de Donald Trump est tombée à 34%, plus bas du second mandat et seulement 22% des Américains approuvent sa gestion du coût de la vie. Le vrai juge de paix de cette histoire, ça ne sera pas le S&P 500, ni le Nasdaq, ni les déclarations de Mike Wirth, ce sera le prix du gallon à la pompe et lui, il est déjà en train de coûter un maximum de votes au président américain. Trump va clairement devoir se bouger s'il veut conserver une toute petite chance de faire son one-man show 24 mois de plus. Bref, hier, les marchés ont baissé parce que la guerre, le pétrole et la hausse des taux refont surface tous en même temps. On va pas oublier que ce marché a une mémoire très très courte et que la moindre bonne nouvelle peut nous repousser dans le dos en direction des plus hauts parce que, à la fin, the only way is up, baby!
D'ailleurs, les futurs ce matin sont déjà en hausse parce que visiblement Trump n'a pas encore rayé l'Iran de la surface du globe, donc on peut respirer encore quelques heures. En résumé, la séance d'hier c'était « Oh my God, le pétrole remonte, le cessez-le-feu indéfini est en train de montrer ses limites ». Mais, et c'est là que ça devient drôle, au milieu du stress ambiant, il y a quand même des actions tech liées aux semi-conducteurs qui sont en plein délire et qui ne savent absolument pas où se trouve le Moyen-Orient ni à quoi ça sert. Hier soir, Micron plus 6%, le SOX était en baisse à la clôture, mais il a quand même réussi à battre un plus haut historique en intraday. Et la panne de la séance, tout marché confondu, revient sans aucun doute à Soitec. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, Soitec, c'est une boîte française qui valait 24 € au début du mois de février. Et hier, le titre a dépassé les 150 €. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils font des semi-conducteurs et parce qu'hier, une banque d'affaires allemande a augmenté son objectif de 70 à 150 € alors que le titre cotait à 132. Ce qui veut dire, accrochez-vous, que l'analyste pensait que ça valait 70 balles jeudi dernier. Vendredi, pendant le 1er mai, pendant que la bourse était fermée, il a dû refaire ses calculs sur sa terrasse en buvant un spritz. Et lundi, il nous annonce 150 comme nouveau prix. Et c'est le prix atteint lundi matin à l'ouverture. Moi, j'adore ce métier. Je l'adore parce qu'on est toujours capable de trouver des conneries plus impressionnantes les unes que les autres. L'Asie s'est réveillée ce matin avec la même gueule de bois géopolitique que Wall Street, sauf que Japon, Chine et Corée du Sud sont fermés. L'Australie est en baisse de 0,6% et la Banque centrale australienne, la RBA, s'apprête à monter ses taux de 25 points de base, sa 3e hausse de l'année. Et on est campé. Et c'est déjà la 3e. C'est évidemment toute la faute de l'Iran, de la guerre, d'Ormuz, vous choisirez. La RBA avait déjà cité ces perturbations comme la justification de son tour de vis en mars. On y retourne. Le pétrole grimpe, l'inflation grimpe, donc on resserre. À Hong Kong, le Hang Seng a lâché 0,8%, tiré vers le bas par la tech qui s'est synchronisé sur les ricains. Côté futur ce matin, le S&P est en hausse de 0,2%. En résumé, personne ne sait quoi faire. Tout le monde attend la prochaine déclaration de Trump ou alors le prochain missile iranien. Ce sera selon ce qui arrive en premier. Le rendement du 10 ans américain est à 4,44, le 30 ans est toujours au-dessus des 5%, et la dette américaine vient de passer les 39 200 milliards de dollars, sachant que le pays s'endette à hauteur de 7,58 milliards par jour. On atteindra les 40 000 milliards dans le courant du mois d'août. Alors bien sûr, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe en ce moment, mais j'aimerais pas non plus qu'on oublie la discussion sur le sujet. Comme si les missiles iraniens n'étaient pas un programme assez chargé, hier a aussi été la journée préférée des amateurs de drama d'entreprise, avec le premier round qui était Amazon, qui devient aussi un transporteur. Jassy a lancé Amazon Supply Chain Services, ouvrant donc son réseau logistique à toutes les entreprises qui en veulent. Résultat des courses, UPS s'est fait démonter en perdant 10,5%, FedEx perd 9,11% et Amazon montait de plus 1,4%. Le marché a vu venir le AWS de la logistique et ils ont tiré dans le tas sans poser de questions. Sauf que, petit détail quand même, Amazon avait déjà sorti plus ou moins la même news en 2023 sous le nom de Supply Chain by Amazon et ça n'avait pas fait trembler grand monde. Bref, c'est un rebranding cette année, mais perdre 10% sur UBS pour un rebranding ou une réannonce à peine déguisée, c'est ce qu'on appelle une réaction un poil démesurée d'un marché un peu tendu pour plein de raisons. Deuxième round, c'est GameStop qui veut s'offrir eBay, vous l'avez certainement vu, mais alors avec quel pognon, c'est la grande question. Ryan Cohen, le PDG même préféré de Reddit, a annoncé une offre de 55 milliards de dollars sur eBay à 125 $ l'action, donc une prime de 20%. Petit problème de proportion, GameStop pèse 11 milliards et eBay en pèse 49. Cohen est passé hier sur CNBC, à chaque fois qu'on lui demandait comment il allait financer le trou entre son cash, 9 milliards, et sa ligne de crédit, 20 milliards, et le prix de la transaction, 55 milliards. Sa réponse magistrale a été « Vous pouvez répéter la question ?» Et à sec d'arguments, il a fini par lâcher « On peut toujours émettre des actions ». Traduction, on va diluer la capitalisation boursière de GameStop façon homéopathie. GameStop s'est donc fait défoncer hier et eBay terminait à 109 $. Le marché a donc tranché, pour l'instant on n'y croit pas du tout. Troisième round, le bof. Le DOJ a annoncé une enquête antitrust sur les Big Four, les spécialistes du bof aux States, donc JBS, National Beef, Cargill et Tyson. À eux quatre, ils contrôlent plus de 85% du marché du bof aux États-Unis. En 77, c'était 25%. Avec un ground beef à 6,70, la livre en mars, record absolu, Trump a quand même demandé à ses équipes de creuser le sujet. Tyson, eux, s'en foutent royalement. Le titre vient de prendre 8% parce qu'il vient de battre les attentes trimestrielles, de relever ses prévisions et que les prix du bœuf ont pris 11,5% sur le trimestre. Comme dirait l'autre,
On enquête sur les marges, et pendant ce temps, les marges, elles montent. Alors on va bientôt faire des barbecues au tofu cet été aux États-Unis. Non, parce qu'entre le gallon à 5 $ et le bœuf à 6,70 la livre, ça va commencer à se compliquer pour le 4 juillet. Et puis alors il y a aussi les fermiers qui commencent à pleurer en silence avec le pétrole qui s'envole, c'est aussi l'urée et les engrais qui prennent l'ascenseur. Une enquête auprès de 5700 fermiers américains révèle que 70% d'entre eux ne pourront pas se payer tout l'engrais nécessaire cette année. Beaucoup réduisent donc leur surface plantée. Les États-Unis n'ont pas besoin d'hormuz pour bouffer, ça on est d'accord, mais l'Europe et l'Asie, si. Et elles vont surenchérir sur les mêmes ressources. Conclusion, la grippe des fertilisants commence en Asie, contamine l'Europe et finit dans votre rayon céréales. Côté chiffre du jour, on aura le CPI en Suisse et l'ISM non-manufacturier version emploi aux States, donc pas de quoi se relever la nuit. Côté résultats trimestriels, avant l'ouverture, on aura Shopify et Pfizer, après la clôture AMD et Supermicro. Donc ce soir, on parle intelligence artificielle. Et à propos d'intelligence artificielle, Palantir a publié hier soir et ils ont tout explosé. Chiffre d'affaires record, 1,63 milliards de $, plus 85%, plus forte progression annuelle de leur histoire, bénéfice net 876 millions, x 4 sur un an, contrats gouvernementaux américains 687 millions en hausse de 84%, surtout tiré par Maven Smart System qui a été déployé dans la guerre contre l'Iran et le raid vénézuélien du mois de janvier, plus un nouveau deal d'1 milliard sur 5 ans et 300 millions avec le département de l'agriculture. La boîte relève sa guidance annuelle et le titre, l'action perdait 2% after close, plombée par les craintes que les agents IA viennent bouffer les softs traditionnels. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc pour résumer la situation, nous avons un cessez-le-feu qui s'auto-définit en 26 jours, un Trump qui menace de rayer un pays de la carte du monde, un pétrole qui fait couler Spirit Airlines, une Fed qui va devoir monter les taux alors que Warsh arrive pour les baisser, une dette américaine qui passera les 40 000 milliards cet été, du bœuf à 6,70 $ la livre, un Ryan Cohen qui ne comprend pas la question, et Palantir qui quadruple ses profits grâce à une guerre, mais qui baisse quand même. Tout va bien, rien n'a de sens, mais l'un dans l'autre, c'est cohérent. Le marché va sûrement rebondir aujourd'hui parce qu'il a la mémoire d'un poisson rouge sous Xanax, mais quelque part, le 30 ans à 5%, le GGB à 2,5% et le baril à 106, tout ça chauffe doucement la marmite. Un jour, ça pourrait déborder, mais visiblement pas aujourd'hui. Belle journée à tous, et si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez aussi retrouver une nouvelle version des résumés de marché ultra courtes et simplifiés sur Instagram en vous abonnant à mon nouveau compte Instagram qui s'appelle @morningbull.com. Ça devrait vous plaire. Hier, on a donc atteint les 100 000 followers sur la chaîne et mardi prochain, le 12 mai, il y aura du changement. Notez bien la date, le 12 mai. En attendant, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, on active la cloche, on like, on commente et on partage. Belle journée à tous, à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.